Salut Joselito, Salut Philippe, ça va? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Putain, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs cette semaine. Bah ça Et change, entre autres, j'ai recruté un freelance. J'ai essayé de recruter un freelance. Ouais. c'est cool ça. C'est cool ça, hein. C'est cool, c'est compliqué. C'est cool, c'est compliqué quand tu sais, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui recrutent tout le temps des freelances et ceux qui ne recrutent jamais des freelances. Ou on pourrait dire ceux qui recrutent tout le temps des freelances et ceux qui embauchent tout le temps des collaborateurs. Et c'est là où tu prends des chocs thermiques intéressants quand tu es dans une organisation qui a des salariés et qui a l'habitude de recruter, par contre, qui a une très bonne habitude dans le recrutement de salariés et que tu dis, OK, on fait du commerce en ligne, donc il y a du commerce, puis il y a du en ligne, et dans le en ligne, bah, voilà, il faut plein de choses, des infrastructures, machin, et donc tu te retrouves chez des clients chez qui il n'y a pas de ressources internes pour piloter tout ça. Bah non, tout est gratuit, c'est open source, Alors, gratuit, ça ne il coûte y a ce rien. débat-là, je crois qu'en même temps, arriver à une certaine, il y a quand même une maturité où quand tu es commerçant, quand tu as des boutiques physiques, tu sais qu'il n'y a rien de gratuit. Tu sais que si tu ouvres un magasin, tu vas te taper des travaux, la caisse, le machin, le bidule. Hmm. Mais alors, il y en a qui espèrent que le e-commerce Et va les débarrasser de tous ces alors, frais. ils pensent que c'est moins cher, ils Voilà. pensent que c'est Je plus pense que c'est simple. 10 fois moins cher et parfois c'est le même prix. Et en fait, parfois, c'est le même prix. En fait, ça peut être le même Et si prix. t'es ambitieux, ça peut être plus cher. Et c'est pas forcément plus simple. Et quand tu n'as pas de ressources internes, bah, le réflexe qui est le mien en l'occurrence, c'est de dire bah, prendre la ressource externe et prendre du freelance. Donc ça a été assez rigolo de dire bon bah écoute, t'as pas le problème, c'est pas de dire ouais mais tu connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est il y a Upwork, Malte. Si je cite que ces deux-là, je me suis pas enquiquiné à aller faire autre chose. J'ai Mhm. pris ces deux-là, tu crées ton compte, tu ouvres Upwork, Malte, tu te connectes avec Google et avec ton compte Google. Et là, tu dis, de quoi j'ai besoin? Parce que quand tu veux un salarié, c'est rigolo, tu te dis, bah, je veux un dev. Bon, ok, d'accord, je veux un dev. Donc, tu dis, bonjour, je cherche un dev, machin, tu copies-colles, tu vas sur Indeed, tu copies-colles une annonce, tu poses, Hmm. Et puis comme tu... il sera à plein temps, tu veux qu'il fasse un peu de tout, donc tu prends le mec qui sait faire un peu de tout, Voilà, surtout un c'est peu de simple. tout. Mais là, comme tu veux optimiser au maximum ta ressource, il faut que tu saches déjà, toi, de quoi tu as besoin. Mhm. Et Et puis tu vas essayer de là, prendre un spécialiste tant qu'à faire, tu vu que commences c'est par pour 3 mettre une heures, pièce. ou Non, 3 non, jours. non, 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 non. Là, d'abord, tu mets une pièce. Tu mets une pièce de. Mais en fait, de quoi on a besoin au juste. Et s'il n'y a pas quelqu'un si tu n'as pas la ressource en interne, c'est compliqué de savoir exprimer correctement le besoin que tu as, etc., etc. On pourra le voir, hein, tu sais, je veux intégrer Trustpilot. Voilà. Je veux mettre un logiciel d'avis client dans mon commerce. Comment je fais? Bah, si tu n'as pas la ressource interne, tu commences à demander à des gens sur des plateformes. D'accord. Tu dis aux gens, vous parlez français, machin. Alors ça, c'est pas compliqué, hein. Tu prends DeepL, tu copies-colles ton texte et tu vas sur Upwork. Et là, tu as, un Pakistanais qui te dit, non, non, mais je parle pas français, mais c'est pas grave, je sais faire ce que tu veux par contre. Et franchement, donne-moi l'occasion de noter, donne-moi une occasion de te prouver que je suis quelqu'un de bien. À 15 dollars de l'heure, ça va bien se passer. Bon, là, tu commences à rigoler, tu vois la tête de tes interlocuteurs face au truc, tu dis, non, ça va pas le faire. C'est un peu trop violent. C'est, euh, c'est, ça peut te faire rire parce que tu es habitué, mais tu vois, tu dis, mais je vais confier mes données clients à un Ukrainien, un Pakistanais, à un Indien, à je ne sais pas qui, et puis il ne parle pas français, et puis Ou il ne parle pire, pas un Montpellierin. catalan. L'horreur. Alors tu dis, je vais sur Malte. Bon, c'est mieux. Malte, c'est made in France, machin. C'est déjà un petit peu plus simple. Mais c'est pareil. C'est pareil Puis au parce que passage, tu vois la voilà, différence de taux horaire, tu dis, ah, quand même, alors, les t'as pas le même Français, taux horaire, ouf. certes, c'est déjà un autre délire, mais normal, putain, t'es en France, accepte d'avoir la sécurité sociale, des super bonnes routes, etc., Et etc., des quoi. gens qui Enfin, parlent français et qui verront s'il y a écrit n'importe quoi, ils sauront te le dire, peut-être. par exemple, mais même ça, en fait, ça, tu fais pas gaffe au début. Ça, tu fais pas vraiment attention à ce genre de truc. Tu dis, moi, je veux quelqu'un qui va me brancher des trucs. Une fois que les trucs sont branchés, si tu fais appel à un paquis, le paquis, c'est pas trop, hein. C'est bien branché, pas bien branché, ça, il va te dire,
il y a de l'info qui passe, mais si ça raconte n'importe quoi, il ne sait pas. Mais pourquoi pas? Mais ensuite arrive le truc. Alors, je pousse ma petite truc, machin. Je dis, bon, c'est comme Tinder, sauf que au lieu de pousser à gauche, à droite, tu veux pas, tu fais scroller dans l'autre sens. Mais finalement, tu as un système de notes, tu as quand même pas mal. C'est quand même des plateformes qui sont bien foutues. Le risque juridique d'être qualifié en contrat de travail, machin, ils prennent en charge le bordel, tu t'en occupes pas, c'est bien foutu. Donc, franchement, aujourd'hui, on est en 2021, recruter un freelance, l'indépendant, c'est pas compliqué du tout. Sauf que tu as la question complètement délirante de ouais, mais je veux qu'il soit à côté. Parce qu'évidemment, moi j'attaque et puis j'ouvre toute France et on me dit ah bah non, Montpellier. Pourquoi tu veux qu'il soit à Montpellier? Bah parce qu'il est à côté. Ah, d'accord. Et je me souviens de ce que tu m'avais posé la question une fois. Tu m'as dit, mais il va être dans tes bureaux, le gars? Ou la nana? Je dis, bah non, je ne vais pas m'emmerder. Je ne vais pas prendre un indépendant. Il faut que je lui file une chaise, un ordi, un écran, un bordel. Enfin, c'est bon. Non, il va être chez lui, je m'en fous. Et puis s'il est dans ton bureau, tu vas le saouler, il va pas bosser, donc tu vas le payer à perdre son temps. Alors Carrément. autant quand c'est les salariés, on est très content de payer les gens et après de les déranger pour qu'ils avancent pas. Autant quand c'est un freelance, bizarrement, on le voit sous un autre angle. Et alors là, c'est non, vous lui parlez pas, on le paye à l'heure. Tu vois? Alors que le salarié, c'est bon, on le paye au mois, alors faites le chien max. Ah, mais c'est vrai. Ouais, non. Alors ça, mais c'est un vrai sujet. Hein. Je pense que pour être. Alors, j'ai pas voulu rebondir tout à l'heure là-dessus, mais t'as raison. Orly, l'autre jour, on parlait de regarder YouTube au travail, et là, tu me parlais de quelqu'un qui est très fort en admin réseau ou quoi, ou relativement fort, et qui a mis 2 semaines ou 3 semaines à comprendre WordPress. Alors, je me dis, c'est peut-être un symptôme du fait qu'il n'y a pas le droit de regarder YouTube au boulot. Parce qu'avec YouTube, il aurait compris dans la journée. Mais il n'y a pas le réflexe, je pense que non, mais on est plusieurs. Donc ouais, il y a eu le truc de il va être loin. Et qu'est-ce que je m'en fous en fait que tu sois à 500 mètres, alors 1 kilomètre, ou 10 km, ou 300 ou 3000, remets l'article. En fait, on s'en fout. Tout le monde est à distance. Tout le monde est à distance. Ton agence locale, elle est à distance. Elle n'est pas là dans ton bureau en face de toi, elle est à distance. Et je fais bien la différence hein, quand tu bosses dans un bureau avec quelqu'un. Il y a évidemment ce côté que tu évoques qui est de dire tu peux me déranger, etc. Ce qui est totalement vrai. Hein. J'essaye d'écrire un article. Là, cette semaine, j'ai essayé d'écrire un article de blog. C'est juste super chiant. C'est juste super chiant. Je sais pas comment. Pas en lockdown, là Je sais pas comment les autres font. C'est quoi ces mecs qui sont pas des travailleurs indispensables, qui ont des métiers intellectuels et qui vont se contaminer au bureau? Tu m'expliques? Ça va, il y a des choses qui vont plus vite, Philippe. Là, par contre, on est dans un espèce de mythe à l'envers quand on dit moi, aujourd'hui, je peux travailler depuis chez moi. La question, elle n'est pas là. C'est que ce que j'ai besoin de faire, c'est justement, ça prend du temps. Et le fait d'être à côté, le fait qu'on vienne me déranger tout le temps, il y a un côté qui, moi, m'hallucine parce que je me dis, attends, 2 secondes, j'essaie de me concentrer sur mon sujet. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient dans le bureau, c'est la foire, quoi, j'en peux plus. Mais en même temps, tu as des prises de conscience, j'allais dire une fulgurance. En fait, quand mon collègue qui est brillant, qui est bosseur, qui est curieux, qui va probablement sur YouTube, ce n'est pas la question pour le coup, en attendant, moi, je ne capte pas qu'il y a des choses que je connais, que je maîtrise un peu, que lui connaît absolument pas, ou que je ne maîtrise pas, mais que j'ai idée de ce que c'est. C'est là où, tu vois, on parle souvent des agences, et moi, je taquine en disant fuck les agences, machin, etc. En attendant, je constate plusieurs points. D'abord, trouver le freelance, il faut te dire comment je vais le tester. Je n'ai pas de process, je n'ai pas de procédure pour tester. Et hors coup de bol, je ne vais pas tomber sur le bon gonze du premier coup. Je veux dire, avant de trouver ma femme sur Internet, sur match.com, j'ai rencontré 200 nanas avant. Et là, évidemment, quand je raconte l'histoire et que je dis ouais, bah, c'est la bonne et tout, on me dit ah, t'es de la chance parce que rencontrer une personne, ton partenaire de vie sur Internet. Et taux de conversion de 10%. mais taux de conversion lamentable en vrai. Donc, tu te dis, comment je fais? Mais les freelances, c'est comme les compagnons. Enfin, pour certains d'entre nous, il suffit d'un.
Alors, il suffit d'un. Après, tu te dis, bah ouais, j'ai une petite idée. Tiens, est-ce que la personne, je regarde son portfolio et tout. Mais tu t'aperçois que c'est pas quelque chose qui est, quand c'est pas commun, quand c'est pas dans la culture de ton entreprise et quand tu es dans une PME, c'est pas toujours comme ça que tu travailles. Euh, il faut accepter de gâcher du plâtre et que dans un premier temps, bah, tu passes beaucoup de freelance, tu montes ton compte, tu apprends à formaliser tes demandes, tu apprends à bosser avec eux et sur des contrats pas forcément longs, tu apprends à travailler à la demi-journée avec quelqu'un. Tu apprends aussi quand tu veux un audit, tu lui dis pas, bah, tu me fais un audit et en fonction de ce que tu me dis, on verra. C'est je te paye une demi-journée ou une journée pour faire un audit, fais-moi tes précaux et en fonction de ce que tu vas me raconter, je suis prêt à payer pour t'évaluer finalement. Et ça, c'est pas, enfin, pour moi, ça me semble évident, et ben ça l'est pas, et ça a un coût. Et là, bosser avec une agence qui, elle, a l'habitude de travailler avec des freelances tout le temps, ça fait partie des sujets où tu te dis finalement externaliser cette façon de travailler avec des freelances, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur que je Mm. n'imaginais pas avant. Ça marche dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que ça peut être une compétence très utile en interne, comme ça peut être quelque chose que tu veux pas gérer, et à différents moments de ta maturité, tu auras les deux cas, voire les deux cas en même temps où tu veux en externaliser une partie et en apprendre une autre. Mais à un moment, tu as besoin d'avancer, donc il faut que tu externalises la partie que tu peux pas te permettre de laisser traîner. Là, ça, tu dois déléguer à une agence et avec le surcoût que ça représente. Pour moi, c'est un truc pour le RH. Te dire au RH, viens, entraîne-toi. Tu as besoin de recruter des compétences que tu ne connais pas. Eh ben, plutôt que de commencer à déléguer à une agence, machin, C'est pas au RH de recruter un dev, faut arrêter. Non, mais c'est tu es à dans des toi, petites boîtes. responsable Pourquoi e-commerce. Même, tu c'est à peux toi, demander au responsable RH de faire le e-commerce. boulot? Non, c'est au responsable e-commerce, au responsable En- marketing, au en- responsable growth, à ce que tu veux, à la personne qui est là pour faire avancer les choses, qui doit être capable d'aller chercher une ressource, la briefer, la superviser, contrôler la qualité et lancer la chose qui a été Alors, créée. ouais, mais C'est je pas au trouve RH de se intéressant mêler de que ça. dans une entreprise, le RH, il capte comment ça marche, ils Ah, mais comprennent qui la capte très logique, bien. ils se mettent Demande-lui de dedans. t'aider, demande-lui de choper les factures et de les passer au bon endroit, etc. Mais, Ouais, et quand ouais, bien mais même, le RH dans une PME, il fait quoi? Il fait de la paye, il fait des entrées, des sorties, des choses comme ça. Il n'est pas en train de gérer des ressources d'un point de vue opérationnel. Il est juste en train de gérer l'aspect ah bah je trouve ça bien compliance. dommage. Et... Je trouve peut-être, ça bien peut-être, mais les dommage qu'ils se mettent formations pas sont un faites comme ça. peu dans le sujet. Les gens travaillent comme ça dans toutes les boîtes. Donc Hmm. essentiellement, je caricature, donc tous les RH qui nous regardent vont hurler, mais dans l'ensemble, la culture du métier RH, il y a peu de chances que ce soit le genre de choses qu'on attend d'eux. Et donc pour eux, c'est complètement hors sujet d'aller s'occuper de ressources freelance comme ça. Tu es RH, tu regardes cette vidéo, viens partager avec nous ton expérience de RH en Commentez, PME. commentez et venez en Ouais, call nous dire ouais, à quel point on a tort parce que je suis curieux. ça m'intéresse. Je suis curieux aussi de ça. Donc, Mais dans bah, tous les ça, cas, c'est c'était comme les outils. Pour moi, c'est comme les outils. Faut arrêter. C'est pas la DSI qui choisit les outils. C'est des gens qui font des choses sur le terrain, qui font des projets en mode projet, pour faire un peu de mode projet, mais surtout en mode process, et qui à un moment ont pu identifier une formule qui marche pour une chose donnée, qui vont aller chercher une ressource outil, une ressource humaine, freelance, agents, quoi que ce soit, après, il y a des supports dans l'entreprise. La DSI peut s'assurer que ça parle, mais il ne faut pas que ça soit un frein. Les RH peuvent s'assurer que ça ne crée pas de problème par rapport à une certaine politique, mais il ne faut pas que ce soit un frein. Mais à la fin, c'est quand même la personne qui porte le projet qui va avoir de l'impact sur la boîte et qui doit s'occuper de trouver cette ressource, que ce soit en outil ou en freelance. C'est mon avis et je le partage. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est un peu ça, hein, parce que tu vois, la semaine dernière, on avait un débat, c'était WooCommerce versus Shopify, et comment tu choisis. Là, il y a eu un débat, j'ai eu avec un de nos clients qui me disait, oui, pourquoi tu as choisi Trustpilot, tu te rends compte, c'est vachement plus cher que avis vérifié, machin, Hmm. etc. Dans la même Euh, semaine, HubSpot versus Witabixi, Kikaki, YoYo. J'ai oublié. Donc, tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le Kikou temps. client. Et Allegria, l'agence No Code qui te dit, nous, on lève des fonds, on recrute des gens en CDI. Et chez moi, en attendant, quelqu'un qui me dit, t'as vu N8N, je sais plus quoi, un truc, un Zapier-like qui est en train d'exploser. Tu as raison, dans le sens où je vois bien que
enfin, le no-code, par exemple, c'est un truc qui est en train d'exploser. Donc, la Ah bah question là, de la l'outil, surcouche, tu vas ouais, trouver d'autres freelances. Et alors on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement des différentes couches de valeur. Tu vois, tu as ta chaîne de valeur de bas en haut. Et ces dernières semaines, on a parlé des serveurs en métal qui crament, donc physiquement. ouais, On a parlé des ouais. serveurs, on a parlé du SaaS, on a parlé entre deux du logiciel de e-commerce. Maintenant, on parle du freelance qui va intervenir à un de ces étages. On a parlé donc de Shopify qui est la version SaaS où là, tu as moins de code et le code se fait un peu différemment. Pareil chez HubSpot. Et là, avec le no-code, on rajoute une couche d'abstraction et on va travailler encore à un autre niveau. Tu sais, je Je crois suis bien placé pour le savoir. qu'il y a un truc que je vois parce que c'est peut-être quelque chose qui, moi, me marque le plus dans les PME. Euh, c'est que quand on bosse avec des startups, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est pas les PME, c'est moins bien que les startups ou whatever. Il y a le. Non, mais On la je garde fais pour toujours le Clubhouse, celle-là. disclaimer parce que des fois, j'ai du mal. Non, non, mais parce que. Voilà, Explique-nous la différence entre les je sais que startups des et les fois, il y a PME. du fight, mais il n'y a pas. C'est pas alors, c'est pas. Ce qui me surprend, c'est qu'en fait, on parle énormément, on travaille beaucoup sur le client dans certaines organisations et dans d'autres, on est beaucoup sur la structure de l'organisation en tant que telle. Et en fait, quand tu me demandes ce que je fous dans mes semaines, je passe beaucoup de temps à tirer, tu vois, à tirer à me tirer moi-même en tout le temps en me demandant pourquoi je fais ce que je fais. Tu vois le truc? Parce que, Mhm. et en fait, je pense, c'est Trustpilot qui m'a vraiment marqué parce que ça me fait, mais j'ai un espèce de kiff. Tu vois, quand je me J'ai- tape une euh, semaine à me dire, putain, WooCommerce ou Shopify, juste ça me casse les couilles, quoi. Ça m'agace. Ça Attends, m'amuse attends. Mais pas. alors, qu'est-ce que tu me disais entre startup et PME? Je t'ai pas suivi. J'ai l'impression que quand je suis dans une startup, quand je travaille avec un client startup, on dit, voilà, le client, il veut ci, il est comme ça, il y a machin, il y a bidule. Alors, des fois, c'est un peu abusé, hein, les personas, j'en ai ras-le-bol, mais Les startups passent pas leur vie à faire des personas, faut arrêter. non, mais Au j'exagère contraire, aussi. startup est dans l'action. Mais oui, On est tout le temps à se demander le client, qu'est-ce qu'on peut faire, le parcours client, etc. ok. etc. Et tu es en PME et tu es en train de dire, bah, tiens, on va mettre Spilot. Et toi, le but du jeu, c'est bah, d'avoir une communication, une conversation avec tes clients que tu n'as pas Mhm. sinon, qui est compliqué. Et là, voilà, pour moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé cette semaine avec des clients qui me parlent. Ok. Et alors, du coup, tu me disais, c'est quoi Et la différence là, entre. eh J'ai ben, pas en compris. PME, tu passes ton temps toi, tu es là à te dire, viens, viens, on parle au client, viens, on a une conversation avec le client. Et là, on te dit, ouais, mais comment on va recruter? Ouais, mais est-ce qu'on met où commerce? Ouais, qu'est-ce que tu penses d'UpSpot? Ah, Ouais, ok. qu'est-ce que tu penses de machin? Et en fait, pour moi, je veux dire, je m'en fous. Tu vois, le débat qu'on a Mhm. eu, WooCommerce, Shopify, euh, Mais parce on que en tu es a. dans une start, pardon, quand tu es en PME, tu manages de l'existence. C'est quoi une PME? Une PME, c'est une petite entreprise. Et une petite entreprise qui n'a pas beaucoup de croissance, sinon elle serait déjà plus petite. Surtout que la définition de PME en France, elle s'arrête quand même assez bas. Euh, donc c'est une boîte qui est déjà relativement stagnante, même si elle a une certaine croissance. Et en tout cas, qui a pas cru très vite dès le début. Une startup, c'est quoi? C'est une boîte qui vient de démarrer, qui a démarré récemment, premièrement. Et deuxièmement, en général, on va l'appeler startup si elle est encore dans une phase où elle cherche son product market fit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit vendre et à qui. Donc forcément, tu es sur une boîte qui ne sait pas ce qu'elle fait. Donc qui n'a qu'une chose et qui n'a rien à perdre. Donc tu es sur une boîte qui n'a pas vraiment de modèle, qui peut s'appuyer sur aucun acquis parce qu'elle n'en a pas, et qui n'a aucun risque à prendre, qui n'a rien à perdre, puisque de toute façon, elle n'a rien. Donc si tu n'as rien, tu n'as rien à perdre. Donc forcément que c'est pas la même ambiance. D'un côté, il y en a un qui doit trouver sa façon de travailler parce qu'elle la connaît pas et qui n'a Mhm. rien à perdre, donc qui doit être un peu en mode guerrier. Donc c'est tout de suite de l'action et en même temps énormément d'apprentissage. Et de l'autre, tu as une boîte qui gère l'existant, qui a hérité aussi d'un rythme et qui, par définition, si elle s'appelle PME, c'est que son rythme était plutôt un rythme plan-plan jusqu'ici. Putain, t'as des PME qui te tordent les fesses et qui vont beaucoup plus vite que n'importe quelle pauvre start-up minable Bah, elles du vont BIC pas à rester Montpellier. PME très longtemps Hein. alors. Attends, Tu vois ce attends. que je veux dire? Non, mais Alors, non mais alors, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, non, en mais ça veut fait, dire quoi? Une PME qui croit vite, soit elle vient d'être créée et c'est une start-up, soit elle a été créée il y a longtemps et donc elle croit pas vite.
Et sinon, elle serait plus PME, elle serait Alors, ça grosse. dépend ce que tu appelles vite, mais oui, il y a des PME qui vont vite et qui croissent à des vitesses. Enfin, il y a des PME qui font des trucs hallucinants, quoi, qui arrivent à Mais choper d'un seul coup un marché ou je sais pas quoi et qui font du plus 50 pendant longtemps. Après, si tu me dis c'est plus 5000 vite, j'en sais non, rien, non, non, Philippe. non, Tu plus vois, tu fais 50% par, alors 50% par an, ouais, c'est pas très vite, mais c'est déjà pas mal. Mais tu restes pas, soit tu restes pas une PME très longtemps, parce que tu fais 50%, 58, t'es plus une PME, soit tu viens juste d'être créé, dans ce cas-là, t'es peut-être une PME, mais t'es aussi une ouais, startup. je vais le dire autrement. Alors, enlève PME, enlevons, t'as raison, t'as raison. On vire PME, start-up, machin, on s'en fout. Il y Bah, a des si, parce que organisations. justement, les deux problèmes que tu as décrits là, c'est bien un problème qui est PME tel que j'ai décrit là, c'est-à-dire une boîte qui a un rythme relativement lent et qui sait déjà ce qu'elle fait et qui hérite d'un existant, d'une part, et la startup de l'autre qui cherche ce qu'elle a à faire et qui a rien à perdre. Et c'est bien de ça que tu décris, le fait que d'un côté, c'est que veut le client et on cherche ce qu'il faut vendre et à qui il faut le vendre, et de l'autre, c'est on doit gérer l'existant, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette, est-ce qu'on embauche, est-ce qu'on garde des gens comme... Tu vois Alors, quand tu reprends une entreprise, j'ai peut-être ça, là, c'est... Ouais, quand tu je reprends une reprends une entreprise. entreprise, j'ai le sentiment quand je discute avec un patron ou une patronne qui reprend une boîte, qui tourne, qui a des clients, qui machin, Mhm. elle est plus dans des, on a plus des conversations de, bah, les clients ils sont comme ça et comment on peut les servir là-dessus, est-ce qu'il y a des Quand nouveaux tu reprends, gisements, tu es est-ce qu'il entre y a les des deux. machins. Parce Eh, que quand tu reprends, tu as la voilà. dynamique à la tête de quelqu'un qui veut faire quelque chose de nouveau, recréer une nouvelle croissance. Dans le même temps, tu as quelqu'un qui doit gérer ce qu'il a repris, c'est-à-dire un existant. Donc tu es un petit peu entre les deux. Tu as le côté plan-plan peut-être dans les équipes, si la boîte était à son propre rythme. Par contre, tu as quand même quelqu'un qui a repris la boîte, donc qui a de grands espoirs, donc qui a une nouvelle dynamique, une nouvelle vision. Donc tu as un mix des deux. C'est peut-être ça qui me surprend, en fait, c'est de pourquoi, comment on maintient cette dynamique d'essayer quand même de garder un œil frais. Et aujourd'hui, on a quand même plein je trouve, justement, on a plein d'outils, de possibilités pour avoir cet œil frais, de se dire, mais mes clients, ils veulent quoi? Mes Mhm. clients, ils ont forcément changé ces dernières années. Là, on a un truc qui s'appelle Covid, ça se coud dans tous les sens, ça bouge à une vitesse record. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je trouve ça génial qu'on ait justement plein d'outils, plein de freelance, que la partie ressources finalement soit de plus en plus simple. Alors, pas, Commoditiser. ouais, merci. Voilà, Et pour ça commoditiser. que je parlais des tâches de la chaîne de valeur, c'est le même sujet. Upwork essaye, Malte essaye de, si tu veux, commoditiser ou en tout cas liquéfier, ça se dit pas en français, mais de créer de la liquidité sur le Ouais, marché de la ressource ouais, humaine. ouais. Euh, Chacun de ces produits, et la plupart de ces produits sont des startups, ou des startups qui ont réussi et qui ont scalé, pas des PME pour le coup. La plupart de ces produits-là vont chercher à créer de la commoditisation sur un marché précis, enfin sur un besoin précis de la vie de l'entreprise. Et donc ça permet de faire remonter à chaque fois la valeur un étage plus haut. Et ça veut dire que nous, on travaille toujours à un autre niveau. Avec le no-code, on n'a plus vraiment besoin de développeurs, ou on aura moins besoin de développeurs sur certaines phases du business. Avec Trustpilot, pareil, tu n'as plus besoin de faire du Je me marketing suis demandé, automation, je du me suis dev. dit, c'est quoi le truc de demain? Je veux dire, il y a du no-code, il y a du freelance, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, tu vas avoir des no-codeurs ou appelle-les comme tu veux. Euh, Waouh, j'arrive dans une boîte, la question, j'ai pu à me poser la question de est-ce que je prends HubSpot, est-ce que je prends Salesforce. J'ai eu encore samedi, j'étais à l'autre bout de ma rue. Tiens, toi, tu as peur du fisc, moi, j'ai peur de personne, même pas de la police. On a fait la teuf à l'autre bout de la rue, c'était la fête du printemps de la rue de mes voisins. Et mon voisin me dit, viens, on fait la teuf, tu peux venir avec ton masque si tu veux, mais en tout cas, il y a de la bière. Bal masqué, ouais, ouais. On s'est retrouvés masqués dans la rue à 15h, 16h, donc c'était propre. Tiens, histoire vraie, rigolo, qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Et dans cette rue, je te la raconte, ça c'était marrant. Je tombe sur un mec, tu sais, je le vois, j'arrive, il y a un groupe de gens, je suis jamais à l'aise avec les groupes d'humains quand même. Je vois ce groupe, je sais pas comment m'incruster là-dedans, machin. Il y a un artiste qui était en train de faire une performance en pleine rue, un artiste peintre. Et il y a un type qui me passe devant, je me dis merde, sa gueule me revient, ce type-là, je le connais. Et 5 minutes après, il vient me voir, il dit Monsieur Tirados.
Putain, tu dis, oh, j'ai une bière à la main, je suis dans ma rue, le mec m'appelle Monsieur Tirados. Ouais, C'est un stagiaire, un élève? vous vous souvenez de moi? Non, 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 le mec à mon âge et tout. Voilà. Patron d'une PME qui fait plus de 100 millions d'euros. J'ai discuté, et ça va reboucler sur t'es prêt ou t'es loin. J'ai discuté avec ce type il y a 2 mois via donc, connexion sur LinkedIn. Le mec t'appelle Monsieur Tirado, c'est toi tu l'appelles ce type. Le type m'appelle Monsieur Tirados et là, il me dit, mais on s'est parlé. Et là, je dis, ouais, ça y est, c'est bon. Salut, Franck. Vous allez bien et tout. Hop, hop, hop. Je me retrouve en pleine rue avec ce patron de PME qui va à un bon rythme, au sien en tout cas, mais un bon rythme. On tape la discute. Je dis, mais je croyais que tu étais à Paris. Il me dit, bah, j'ai des locaux à Paris, à Bruxelles, à Montpellier, mais moi, j'habite là, à côté de toi, quoi. Je suis ton voisin. Ah bah viens, quand tu as besoin d'un conseil, tape à la porte, quoi. Enjoy. Tout, tout le monde est voisin. Question, question du gars. J'ai bien aimé parce que la façon dont il m'a posé la question. Bon, là, j'ai une filiale où les commerciaux me coûtent 1 million d'euros par an. HubSpot ou Salesforce? Je dis, tu veux faire quoi? Ben, il me dit, je veux que ça me coûte 2 fois moins cher. C'est tout. D'accord. Mais plutôt que de me dire, Joselito, j'ai des commerciaux, ça me coûte 1 million d'euros par an. Comment je peux faire pour diviser par deux la masse salariale tout en maintenant le chiffre d'affaires? Non, on te C'est dit HubSpot ou Salesforce. HubSpot ou Salesforce? C'est comme si je viens de voir, je te dis bon, ma voiture avance pas, joint de culasse ou changement des pneus? Tu vois, mais t'as un type brillant, hein. Franchement, le type, il est brillant. Il a fait de l'audit financier à haut niveau à l'international, blablabla. C'est de l'économie cognitive. Tu vois, c'est ça ce truc. Tu dis, pourquoi dans ces boîtes-là, avec des gens Et j'aimerais brillants à la boucler tête, sur un autre cast-staff qui était sur la marque. Tu vois la puissance d'une marque. Les 25 interventions possibles qui pourraient avoir été entreprises et qui auraient probablement été hyper pertinentes pour résoudre son problème n'ont pas de marque. Alors qu'HubSpot et Salesforce, ce sont des marques. Tu vois la force d'une marque. carrément. Mais on est clairement là-dedans. Et là, tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ces individus brillants résonnent Et, comme et- ça? et comme IBM et McKinsey étaient les marques d'il y a 20 ans, aujourd'hui c'est HubSpot, Salesforce, il y a 30 ans c'était IBM ou McKinsey. Ouais, mais pourquoi? En fait, pourquoi HubSpot ou Salesforce? En fait, Économie c'est pas cognitive, McKinsey. top of mind. Enfin, je dis merde, ça a rien à voir, les gars. Enfin, Quelqu'un a fait le boulot, la puissance du marketing et du branding, c'est ça. C'est quelqu'un a fait le boulot d'associer un problème et une marque, un job to be done. On parlait l'autre jour, t'as un appart à meubler là tout de suite, tu vas où? ouais, Ikea. tu me disais Ikea. Ouais, Un exactement. job to Tu be vois, done, t'as une marque en face, ça fonctionne. Tu vois HubSpot, Salesforce, job to be done, et voilà le job to be ouais, done bah de ouais, ces mais ça deux-là. fait pas le job en fait. Ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne, c'est bien. Peu Le importe. marketing a fait son job, la marque, ouais, mais ça résout pas le problème en fait. Ouais, mais Ça ça, tu perturbe verras le après. consommateur. En attendant Euh, l'action de Salesforce, Ah ouais, non, mais ouais, sauf que je m'en fous de Salesforce et HubSpot, c'est pas ma life, c'est pas mon toi, tu t'en problème. fous, mais c'est pas toi qui paye. Moi, je m'en fous parce que mes clients, en attendant, ce sont ces individus-là, et je vois, je suis quand même toujours confronté à à ce sujet de, OK, vous êtes rentré par ce biais-là, très bien, mais il faut systématiquement que je les ramène sur, OK, bon, parle-moi de tes clients. Mais tu vois, c'est toi, là, c'est toi qui bosse. Donc c'est Salesforce qui cache et c'est toi qui bosse. Tout le temps, parle-moi de tes clients. Et là, dès que c'est, bah, parle-moi de tes clients, et là, tu poses la question, bah, pourquoi tu fais pas appel à des freelances pour faire du cold calling? Pourquoi, enfin, est-ce que tes clients, est-ce que tes prospects potentiels sont sur les réseaux sociaux? Non, très bien. Est-ce que tu as des télépros? Bah, je sais pas pourquoi. Je préfère avoir des commerciaux. Tu arrives sur des conversations, pourquoi tu les payes cher, tes commerciaux? Bah, je veux pas qu'ils se tirent. Ah, d'accord. On parlait aussi de une autre façon. Tu me dis qu'il a fait l'audit financier, donc il y a un truc qu'il doit comprendre, c'est on appelle unit economics, donc c'est la répartition des coûts pour une unité. Donc pour créer un client ou par l'argent. Et tu pars de là.
Et là, tu vas tout de suite voir quelles sont les choses qui coûtent. Tu vas pouvoir mettre des fonctions en face et te dire, OK, telle fonction coûte tant, telle fonction coûte tant. Est-ce que j'ai une autre façon de remplir cette fonction qu'avec ces solutions-là? Et qu'est-ce qui me coûterait moins cher? Et est-ce que certaines fonctions n'ont pas besoin d'être exécutées du tout? Euh, C'est pénible, hein. C'est pénible parce que je trouve ça très, très pénible. Dans mes semaines, je m'éclate, je fais plein de trucs, etc. Mais je me rends compte que systématiquement, on vient me poser des questions liées au commerce, au marketing, et je me retrouve à parler d'organisation. On va ressortir les diagrammes. Va falloir que je change mon job title sur LinkedIn, j'en sais rien. Mais je me retrouve toujours, systématiquement confronté à des problèmes d'organisation, en fait. On l'avait dit, hein, on a dit le mode projet matheux, etc. On a parlé d'organisation plein de fois. On a dit la bonne personne à la bonne place. La connaissance client est un process, pas un événement. Et on revient toujours à ça, parce que c'est les fondamentaux. Et pourquoi Drucker parle de marketing alors que c'est pas son truc? Parce que créer un client, l'entreprise, c'est le marketing. À un moment, une entreprise, c'est là pour créer un client et ça s'appelle du marketing. Et pourquoi Drucker, nous, marketeurs, arrêtons pas de citer Drucker, parce que tous les problèmes d'exécution du marketing et même de stratégie marketing viennent de problèmes d'organisation ou sont liés à des problèmes d'organisation. La stratégie, c'est de l'organisation. Stratégie, c'est quelles ressources, comment tu alloues les ressources. Et allouer les ressources, ça revient aussi à organiser la boîte. Qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, qui fait quoi, quelles sont les bonnes places, quelles sont les bonnes personnes. Ça revient à la stratégie, c'est pareil. Il y a quand même, ouais, j'entends bien, mais il y a vraiment, il y a des distorsions sur ces sujets-là où on va chercher du marketing parce qu'on veut, tu sais, il y a des espèces de raccourcis intellectuels déplaisants qui sont, je veux plus de monde, faut faire du marketing. Ok, très bien. Le marketing, tu vas me faire plus de leads, ouais, super. Je veux des commerciaux plus efficaces, CRM. Ouais, ok, si tu veux, pourquoi pas. Personne n'a de vue d'ensemble. On parle stratégie, personne n'a de vue d'ensemble. Je suis en train de lire là, 5e discipline, alors on verra ce que ça donne, mais lui il met l'accent dessus, il dit personne voit le système parce qu'on divise les entreprises, parce que c'est plus facile à gérer des petits bouts, mais à force, de nouveau, économie cognitive, on fait des divisions, et comme on n'a pas vraiment de méthode et d'approche pour penser système, on se retrouve à gérer des petits bouts et donc à résoudre sur un petit bout, et tu vas résoudre une petite partie qui à la fin aura un impact. Enlève la définition, mais c'est ça, enlève la définition de la start-up, machin, peu importe, on s'en fout. C'est juste les humains qui se réunissent, c'est ça, tu touches du doigt. Pour moi, le sentiment, c'est que... et c'est là que la notion de start-up c'est comme si à la taille de la start-up, on avait encore cette vision holistique exactement. Et qu'on la mais c'est pas perd comme si à la c'est taille certain. de la PME. Mais c'est certain. Mais évidemment, la startup n'a pas encore de division fonctionnelle, la startup n'a pas encore d'équipe spécialisée. Oussama te dit, le startup, c'est le royaume du full stack. Tout le monde sait tout faire, tout le monde fait un peu de tout, les gens sont hyper engagés, et c'est pour ça qu'il dit en startup, tu dois choper des gens exceptionnels. Tu peux pas mettre des gens qui savent faire leur fonction, qui la font médiocrement en suivant des process, ça marche pas. Comme la boîte ne sait pas ce qu'elle fait et qu'elle n'a rien à perdre et qu'elle fait face à des gros, tu es obligé que tout le monde soit à fond et tout le monde comprenne ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et tout le monde fait un effort en plus. Et tout le monde est un petit peu polyvalent. Donc c'est là que la startup est forcément différente. Et du moment où tu doubles et tu redoubles, tu arrives à une taille qui se rapproche de la PME. Et là, tu dis, bon, comment je peux optimiser un peu? Ça me coûte trop cher, c'est trop... Quelle taille? Si tu as une startup à 50 Gugus, c'est toujours une startup? Tu peux avoir ce côté un peu full stack. C'est une question de vitesse. Si tu es à 50 Gugus depuis 30 ans, tu es une PME, tu n'es plus une startup. Startup, c'est que tu es en démarrage. Oui. Oui, alors bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais j'essaye de dire le truc. Tu as 50 personnes dans une startup, 50 personnes dans une PME, oui, ça va moins vite, machin, etc. Mais néanmoins, l'état d'esprit, tu te dis, ça devrait être plutôt la même chose. Parce que tu dois optimiser. C'est pas beaucoup de monde, 50 pélos, quoi. Une startup, ça gagne pas d'argent. Donc, tu peux pas être startup indéfiniment. Donc, forcément, si ça fait 30 ans que tu as 50, tu gagnes de l'argent. Mais si tu que 50, c'est que tu n'as pas beaucoup de croissance. À moins d'être sur la plus petite niche imaginable au monde, ça veut dire que tu fais des petites marges. Si tu fais des petites marges, tu es obligé d'être économe. Donc,
Tu dois processer, tu dois découper. T'as pas des gens qui peuvent être non plus hyper bien payés, donc hyper engagés. Ils n'auront pas d'action, donc ils seront encore moins engagés. Donc ils vont pas avoir l'effort de voir cette vue d'ensemble. Ils vont faire le boulot qu'on leur donne, sur les heures qu'on leur donne, pour l'argent qu'on leur donne, et c'est tout. Donc tu es obligé de processer, de découper, etc. Et c'est là que tu as ces divisions, et que si t'as pas toi des process pour compenser ça, et créer un peu d'unité, d'alignement entre les différentes divisions que tu as créées, bah, tu te retrouves avec des problèmes qui sont résolus à chaque étage, et avec beaucoup d'économies cognitives, c'est-à-dire les marques connues, les solutions connues, dans le budget que j'ai. Donc c'est structurel, c'est... Ah, j'aimerais bien me casser le truc en fait, hein. Mais Je me pourquoi? dis, mais... Tu veux Bah, casser parce quoi? que Mais aller plus c'est ce qu'on vite. fait c'est ce qu'on fait chez Popigico. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de créer en permanence des structures qui compensent ça, qui font qu'on standardise ce qui est à standardiser, qu'on met les bonnes personnes sur les choses qui sont pas standardisées. Et pourquoi on pose toujours des questions chiantes et on embête tout le monde avec nos questions chiantes et on cherche toujours des moyens de mieux poser nos questions chiantes pour que ça fasse un peu moins chier? C'est parce qu'on essaye de comprendre le fond du problème et d'aller plus loin dans ce sens-là. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et ça va pas vite parce que tu vois tous les obstacles qu'on trouve. Et là, on est en train de trouver encore un obstacle et on l'a pas encore résolu. On trouve plein de petits bouts de solutions, mais on est loin du compte. Ouais. Non, mais c'est un jeu Et à un passionnant moment, et le problème se résout. C'est un cycle. T'es jeune, t'es agile, t'es vieux, tu boites un peu, mais t'as un peu de sagesse parfois. Parfois, t'es un vieux con. Et donc, bah, il y a un cycle aujourd'hui, la chose se résout comme ça. Il y a des nouvelles boîtes qui naissent, et puis la plupart d'entre elles vont mourir. Quelques-unes vont devenir très grosses, puis quand elles seront trop grosses, il y aura encore des jeunes qui n'ont rien à perdre qui viendront leur montrer qu'on peut encore faire autrement. Et Google est devenu une bureaucratie. C'est une bureaucratie qui ouais, marche ouais, ouais, bien, ouais. mais c'est une Ouais, bureaucratie. Google, c'est la poste, tu vois. ouais, c'est les mêmes boîtes. Ce qui fait que contre toute attente, la Poste est une boîte agile. En tout cas, la DSI de la Poste est super agile, hein, et on a vraiment une Et vision totalement peut-être plus que Google déformée. aujourd'hui, j'en sais rien. Euh, Peut-être au même point, en tout cas. Si c'est plus, j'ai des doutes. Mais en tout cas, je suis impressionné de voir comment il y a des organisations. Mais c'est ce que tu dis sur la partie DSI. C'est pour ça que les petites PME m'impressionnent, en fait. Je me dis, dans une boîte où il y a 50 personnes, comment on remet un peu de fluidité et comment on rend les individus, parce que finalement le sujet il est là, c'est comment on redonne aux individus cette forme d'agilité, comment on met dans les différentes divisions un peu J'ai de le fantôme de flou. Stéphane Callot qui... Ben, non mais regarde, je finis là-dessus, mais je me retrouve chez un client, parce que j'ai eu le débat cette semaine avec un de mes clients, mais où, euh, où on a un projet CRM. Et en fait, à la tête du projet CRM, la personne qui est pressentie n'est pas du tout commerciale, mais n'a strictement rien à voir avec le commerce. D'accord. Ce serait plus proche d'un mindset de logistique que de commerce. Et, Le et, commerce, hein, c'est bouger des clients. et mon interlocuteur me dit ouais, c'est quand même chelou ce truc de mettre cette personne-là, à cette place-là, etc. Je dis bah non, parce qu'en fait, c'est la personne qui connaît le mieux les process dans cette organisation. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit lui qui fasse ça, en fait. Parce C'est à double que tranchant, hein. il connaît bien les process. Et je me suis dit, ça va aller plus vite, laisse-moi faire le reste, mais fais ça au moins, fais en sorte que ça soit bien organisé, qu'on ait les bons process, qu'on puisse mettre en place les automations qui vont bien, etc. Et ça coule pas de source, hein, d'aller décaler, de te dire, bah, tiens, si je demandais à mon DAF de faire ça, à mon comptable de faire ci, à mon RH, bah, justement de s'occuper. Moi, j'ai envie que ce soit un RH qui s'occupe de Malte et qui apprenne comment marche le truc des freelances, comment ça se recrute, ce qu'on peut faire. Mais c'est Je là qu'on trouve que c'est... parle de leadership, d'autonomie, etc. Comment tu fais que les gens aient envie de faire ça? Donc, il faut pas qu'on leur coupe la chic chaque fois qu'ils vont sur YouTube pour chercher comment on fait quelque Ouais, chose de non, nouveau. mais oui, c'est 2, ça. il faut pas qu'on les embête toutes les 2 minutes. 3, il faut qu'ils soient assez bien payés et qu'ils aient suffisamment de temps, qu'ils soient pas débordés par des conneries et qu'ils soient capables de faire l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais après, quand on dit le changement doit devenir une seconde nature pour toutes les entreprises aujourd'hui, c'est exactement ce que tu décris là. Mais on en Bah, est le tellement RH loin. qui me dit, ouais, mais je dis, toi, tu sais, je dois m'occuper des payes, machin. Je dis, Et vas-y, bah, voilà. paye fit, qu'est-ce que tu me saoules? Comment tu perds du temps à t'occuper des payes? Tu te fous de moi? Voilà. Et là, tu as une logique Euh, fonctionnelle qui est, ok, il y a une fonction, ça c'est une fonction qui est connue, c'est une fonction qui est standard, donc il y a des commodités aujourd'hui. Il n'y avait pas jusqu'à PayFit, peut-être.
Maintenant, il y a encore un nouveau niveau de commodité qui est arrivé grâce à PayFit. Les comptables, c'était une commodité jusque-là, une commodité qui fait trop d'erreurs, mais une commodité quand même. Euh, et donc voilà, quelle commodité peut répondre à ce besoin qui est commoditisé de toute façon? Et comme ça, je libère du temps de cerveau. T'as une boîte de 50 personnes, t'as 50 cerveaux. Et aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui remplace un cerveau. Enfin, C'est ça, pour les tâches où le cerveau est optimisé. Philippe, quand je vois le truc du no-code, là, que ça va dans tous les sens, et je me suis fait la remarque 2013, 2012, IFTTT. Ouais. IFTTT, voilà. Le truc, moi j'ai trouvé ça début du no-code. Magique. Alors c'est vrai, quand j'ai commencé, avant de devenir nomade en 2012-13, j'ai commencé à lire des trucs, et c'était l'époque de la semaine de 4 heures aussi, mais avant même que je dise la semaine de 4 heures, il y avait des mecs, les premiers digital nomades qui étaient en train de te dire « Oui, tu automatises tout, Evernote, IFTT... » Mais pourquoi j'ai regardé IFTTT? C'est que le débat était, on va partir un an en voyage, il y a des moments où on va être sur la route, on n'aura pas de réseau, on n'aura pas de connexion parce qu'on sera dans la pampa. Comment on va gérer certaines choses? Et parce que, OK, on s'était dit avec Morgane, bah, enfin, surtout moi, ouais, vas-y, on va faire un blog, on va faire machin, on va faire bidule. Et à ce moment-là, se pose la C'était le question, début des blogs voyage aussi à l'époque. et je me dis, IFTTT, putain, je tombe là-dessus, et je me souviens, je suis à Marseille, dans une agence partenaire PrestaShop qui s'appelle Stone Power, et là, je tombe sur IFTTT, et waouh, je me dis, mais putain, c'est de la balle. Je sortais de chez Teambox, éditeur de solutions de téléphonie sur IP, à qui je disais, ouais, donc avec des ingénieurs, 2 ingénieurs INSA Lyon, tu vois, bien ingénieurs à mort. Je leur disais, mais c'est pénible, je m'éclate, je les adore, et je venais de passer 5 ans avec eux, je leur disais, putain les gars, c'est juste pénible les ingénieurs. J'ai toujours l'impression que j'ai besoin de vous, et ça me saoule parce que vous êtes trop lent, et je voudrais pouvoir faire des trucs. Ça n'existe pas, les Lego informatiques, où j'ai pas besoin de savoir comment marchent vos trucs, là, et je branche tout. Et bah, tu On vois, est 10 ans plus tard, ça y est. Voilà. Et je me Ça va dis, vite, hein, waouh, maintenant. j'ai eu cette conversation en 2010, 2000, ouais, fin de Teambox, quand j'ai quitté C'est ce que dit Teambox. Emmanuel Strachnoff, le fondateur de Bubble. Il dit bon, bah, ça fait longtemps qu'on essaye. Hein. Il y a eu FrontPage. J'ai joué avec FrontPage à l'époque. Je fais mon premier site, je sais pas, j'avais 13 ans, j'ai fait sur FrontPage. Ensuite, il y a eu Dreamweaver. J'ai fait mon deuxième site sur Dreamweaver. J'avais 17 ans. Et puis entre les deux, il y a eu WordPress, les builders, Ouais. et maintenant on se retrouve avec Webflow, Bubble et Zapier, et maintenant Parabola et encore quelques autres. Ça commence à être pas mal. Philippe, je me dis, mais tu es dans une entreprise, si les PME continuent à dépenser du temps de cerveau disponible, à réfléchir, HubSpot, Salesforce, machin, plutôt que de se dire, on s'en fout les gars, il y a du no-code, il y a des freelances sur Malte, il y a Allegria qui est une agence no-code, donc carrément arrête de te prendre le melon avec ce truc, va pas m'appeler une ESN s'il te plaît. Bon, ok, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre de nos journées, à part se demander en tant que PME, je Que sers veulent des les clients clients? aujourd'hui, comment je peux les servir encore mieux, comment je peux leur proposer, leur offrir plus de valeur. Est-ce que j'ai pas des nouveaux marchés? Est-ce que j'ai pas des nouveaux trucs à fabriquer avec mon outil industriel? Et Vous, de- comment je sers? Vous deviez pas refaire un manifeste là, vous avez lancé votre truc? Un manifeste, qui ça? Je sais pas, vous deviez faire le Club Train Manifesto V2 là, avec tes potes. Non, ça s'est pas fait, c'est pas allé Ah au bah bout. voilà, bah tu vois, t'es en train de nous faire un manifeste là, qui est peut-être pas le même, mais il faudra le publier. Moi, ce que je vais publier, c'est une traduction d'un incroyable article sur Vous êtes tous lents et arrêtez avec les outils. L'article fait, je sais pas, au moins 3000 mots, donc il est déjà en ligne, mais j'ai pas fini de le traduire. Si vous lisez Cool. l'anglais, et qui ne lit pas l'anglais, donc puisque vous lisez l'anglais, allez voir l'original plutôt que ma traduction mal faite. Si vous voulez la traduction, elle est en dessous. Si vous voulez le lien vers l'article original, il est en haut de la traduction, ou en bas, je ne sais plus. Et tu sais de quel article je parle? Tu peux, je pense, Je sais pas approuver. du tout. Ça se trouve, je l'ai lu, et Bien mais sûr on que en voit l'article, tellement. tu l'as lu en anglais. C'est vous êtes trop lent, votre équipe est trop lente, et voici un framework en 6 étapes pour. Ah yes! Oh là là, cool. Ah, Non voilà. mais traduis-le s'il te plaît. Ouais, c'est bien de le traduire. Ouais, il est Non. presque fini. Je mets le lien existe, la traduction n'est pas finie, mais Ah ouais, je rajoute un item toutes les semaines, et puis on a bientôt fait le top. tour, encore 3 Top semaines. parce que ouais, mais c'est magique. C'est magique. J'essaie de Et le la mettre en œuvre, conclusion hein, et sur c'est les super outils, compliqué.
Sa conclusion sur les outils est la bonne, c'est faites des choses qui marchent à la main. Quand vous avez trouvé un truc qui marche, regardez ce qui prend du temps pour rien et automatisez ça. Et si tu regardes le framework de Anyone Can Scale, c'est le même. Tu standardises, enfin, tu trouves des clients, tu standardises, et quand tu as bien standardisé, tu automatises ce qui mérite d'être automatisé. Ouais, sachant que l'avantage des PME, c'est que tu en as déjà des clients. En fait, le kiff. Exactement. Pourquoi je kiffe les PME? Parce que voilà, il y a déjà des clients, il y a déjà du biz en fait. Oui. Donc, c'est vraiment La PME standardisé, est équipée pour aller vite. Et par contre, c'est de dire, je suis convaincu qu'elles peuvent aller beaucoup plus vite en disant, OK, Bien sûr. piges pas le no-code, c'est pas grave, t'inquiète, je suis vais là, te le dire j'ai la autrement. chance d'être moins vieux con, jeune con, donc vas-y, profite. Je Non suis multi-con. seulement elles doivent aller vite, mais en plus, non seulement elles peuvent aller vite, mais elles doivent aller vite. Parce que les PME, il y en a qui vont survivre, mais c'est celles qui vont grossir, parce qu'en face, il y a de la start-up qui arrive, et c'est comme le marché de la musique, c'est comme le marché de, qu'est-ce qu'on avait sorti, du livre, etc. Tous ces marchés-là vont se faire bouffer un moment ou un autre. Là, on parlait des cacahuètes en entreprise, donc quand tu as deux polytechniciens qui se mettent avec les meilleurs incubateurs, les mecs qui arrivent de la Silicon Valley, etc., et qui s'appuient sur tous les outils dont on vient de parler, et qui décident d'attaquer ton marché, une chance sur deux pour que ça marche. Mais mettons, ils vont jusque-là et puis ils se crachent, parce qu'ils veulent aller tellement vite qu'ils se crachent. Ça fait partie du jeu. C'est pas grave, les investisseurs auront vu, ces gars-là vont aller faire encore autre chose sur un autre marché, et puis 3 autres gars vont avoir vu ce que ceux-là auront fait, et vont revenir faire la même chose. Et puis un des 3 va réussir. Et vous, ça aura pris 10 ans de plus que prévu, mais vous aurez quand même divisé par 5 votre marché. Ouais, c'est ça. Alors que vous auriez pu, à moins de risques, une start-up qui plus est, mais la start-up n'ayant rien à perdre, elle y va. La PME, elle a des choses à perdre, parce qu'elle a déjà des clients. Ah ouais, sauf que tu peux y arriver en plus. Même ça, aujourd'hui, Bien sûr que tu peux. Tu peux au sein d'une PME, alors ouais, pas te comporter comme une start-up et tout cramer, mais tu peux accélérer. Tu peux accélérer en fait. Tu investis, tu te comportes comme un investisseur. Si tu peux pas le faire avec tes équipes existantes, tu attribues certaines ressources à une petite équipe sur le côté. Mais c'est toujours pareil, si ça fait 20 ans que tu es à 50 personnes et que tu as jamais grossi parce que tu n'arrives pas à augmenter ta marge, et que là tout de suite tu n'arrives toujours pas à augmenter ta marge, et que personne n'a la bonne culture, et que personne n'est prêt à faire plus d'efforts que ce pour quoi il est payé, avec quoi tu finances ce genre d'expérience? Je sais pas. Eh ben écoute, c'est une bonne question à se poser cette semaine pour la semaine prochaine. Donc augmentez vos marges en automatisant les bons trucs, non pas avec Salesforce versus HubSpot, mais en regardant les petits trucs qui peuvent être automatisés, bêtes et méchants. C'est pas non plus prendre le plan le plus élevé d'Airtable et se dire tout est dans Airtable, ça marche pas comme ça non plus. Ça c'est un bon sujet aussi. La semaine prochaine. Même ça. Même avec le no-code, tu peux faire un truc comme ça. Ouais. Oh là là, au secours. Allez, non, mais tu sais, toi, c'est pas l'outil qui fait ton cerveau. Non, mais c'est une question de mindset. C'est le cerveau qui choisit les outils. C'est vraiment une question d'état d'esprit, et tu peux aussi dire avec du no-code, bon alors, Airtable ou Bubble, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Tu crois pas qu'on pourrait le faire avec Webflow? Et là, c'est une horreur parce qu'il y en a déjà plein partout. Et je vais te dire, chez Puppy-Gico, il y a un taré qui construit le RP avec Bubble, et ça fait déjà 2 ans qu'il y est, et ça marche au quotidien, c'est utile, mais c'est quand même un sacré bordel. Et à côté, il y en a une qui en a marre, qui a pris Webflow et qui est en train de faire son site, et une semaine après, le site il sera en ligne, et elle va pouvoir passer au marketing. Yes, cool, ça avance. Heureusement. Bon, merci. Je vais aller vendre mon vélo. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.